aux enfants et aux adolescents. Apprendre quoi? Ça veut dire quoi apprendre la non-violence? On pourra parler de différents chapitres, hein. On pourrait d'apprendre à communiquer, d'apprendre à coopérer, d'apprendre à réguler, les conflits, à résoudre ensemble des problèmes, etc. On aura l'occasion peut-être de parler de choses plus précises, hein, comme la médiation par les pairs ou des choses comme ça. Et ce soir, en fait, on va se consacrer au début du titre, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Le comment apprendre. On sait déjà ce qui ne marche pas quand des adultes essaient d'éduquer les enfants à la non-violence. Ce qui ne marche pas, on le sait bien, sont les discours moralisateurs ou culpabilisants, ou bien même des interventions, je dirais, uniquement théoriques. La première chose, ça va être de mettre en place des situations qui donnent le goût de vivre en fonction de ces pratiques non violentes. Et bon, on pourra détailler justement dans la soirée comment, non pas, non pas comment rendre les enfants non violents, parce que nous ne sommes pas tout puissants. Nous pouvons que leur proposer des situations. Nous n'avons pas de baguette magique. Par contre, on sait très bien ce qui marche mieux ou ce qui marche moins bien. On dit souvent dans le mouvement non violent, en citant notre repère Gandhi, la fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence. Et cette exigence de cohérence, elle nous invite évidemment à regarder la cohérence entre la pratique des adultes et le message qu'ils veulent faire passer. Alors, on va parler, marquez-moi un petit peu, peut-être entre 20 et une demi-heure, et puis après, place aux questions ou même à des témoignages, évidemment assez rapides vu le temps qu'on a ensemble, mais qui peuvent venir compléter notre rapport et nourrir notre échange. Euh, la pratique des adultes. Marc, est-ce que tu peux nous donner un exemple où il t'est apparu important de te préoccuper de ce qui se passait au niveau des adultes avant d'en venir à ce qu'on fait avec les enfants? Tu me parlais récemment d'un ITEP. Oui, bon. Alors l'ITEP, bon, je pense que, enfin, je reprécise, c'est un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille des jeunes réputés porteurs de troubles pathologiques du comportement. Et pour l'essentiel, ce sont des jeunes qui ont d'abord vécu des grandes violences, subi des grandes violences d'ordre intime, souvent des violences sexuelles, mais ça peut être aussi des violences physiques, morales, de tout ordre, et qui ne peuvent enfin, ne sont plus, alors c'est toujours compliqué à dire, mais ne sont plus supportés dans les établissements scolaires, à la décharge de ceci que l'école n'est pas organisée en ce moment pour accepter tout le monde. Ça, c'est compliqué dans ces cas-là. Mais donc moi, quand je suis arrivé dans cet ITEP, donc en fin de carrière, enfin j'y ai passé une dizaine d'années, euh, il y a de la violence tous les jours. Et c'est une violence que les jeunes, c'est une violence qu'ils ont absorbée et que les jeunes ont absorbée et qu'ils renvoient. Et la question, c'est qu'est-ce qu'en font les adultes? Et la plupart du temps, les adultes rajoutent de la violence sur cette violence qui s'exprime. Donc c'est un cercle vicieux et qui n'en termine pas. Et la seule façon pour, selon moi, d'échapper à ça, c'est de ne pas ramener de la violence là-dessus. Et donc, ne pas ramener de la violence là-dessus, c'est être capable d'encaisser cette violence qui s'exprime chez les jeunes en considérant qu'elle ne s'exprime pas contre soi, mais qu'elle exprime un mal-être et que c'est ce mal-être qu'il faut entendre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter les coups, il ne s'agit pas de là, mais il s'agit de ne pas se précipiter, action-réaction. Et donc être capable de tenir face à un jeune, et la plupart du temps, si on ne recule pas devant lui ou si au contraire on ne se jette pas sur lui, c'est-à-dire si on tient sa posture, si on tient sa position, eh bien on donne de la sécurité paradoxalement, et bien souvent
on limite le passage à l'acte. On ne peut pas tous les empêcher, les passages à l'acte, mais voilà. Ça, c'est un premier point, mais c'est aussi le fait que collectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de temps au niveau d'une équipe pour pouvoir faire bouger les choses. Mais si on se donne ce temps-là, on y arrive. Moi, j'ai eu pendant 2 ou 3 ans la chance d'avoir un chef de service, éducatif qui était parfaitement au clair avec ça et qui a bien soutenu la démarche par rapport à, un monde éducatif qui était pas forcément prêt à ça. Pour j'ai un exemple en tête très précis, c'est que, au bout de quelque temps, donc il y avait des éducateurs qui avaient des actions très réactives, qui à mon avis parlaient trop fort, qui étaient trop agressifs dans la voix et même une fois donc moi j'étais en conflit avec un jeune et l'éducateur a pris peur et a mis le gamin au sol et cetera et après on en a reparlé et il s'est rendu compte et c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit: «Je suis intervenu trop tôt» et je lui ai répondu: «Ben voilà, si tu me dis ça, c'est que tu as compris. C'est que tu es venu interférer dans une relation. Alors bien sûr, il faut être vigilant, mais je ne te demandais rien. Ce jeune-là, on était en conflit, ça c'est clair, mais on n'en était pas encore venu aux mains. Enfin, il n'était pas encore venu aux mains avec moi, et donc je gérais au niveau de la parole. Mais c'est la façon dont l'éducateur est intervenu, sa propre perception, et dans un système global d'éducateurs ou d'équipes qui avait tendance à réagir trop vite et trop tôt. Bon, ma présence, alors moi j'étais en tant qu'enseignant, mais ma présence là a progressivement, d'abord dans l'équipe avec laquelle je travaillais, et puis ça s'est un peu étendu grâce au chef de service dont je parlais tout à l'heure, et bien à faire en sorte qu'il y a un niveau de réaction des éducateurs qui baisse. Enfin qui a c'est pas qui baisse, mais qui s'améliore en pertinence et en qualité. Voilà et c'est un peu comme ça qu'on arrive à faire baisser les choses. Alors j'ai été aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais directeur d'école et c'est une procédure, sur laquelle j'ai fonctionné de la même manière. Par exemple, surveiller une cour de récréation où il y avait de la violence partout et donc moi, quand je surveillais la cour, la plupart du temps, quand je voyais 2 jeunes qui s'apprêtaient à se battre, on est en primaire, je tournais le dos et en fait, il faut savoir que les jeunes, quand ils sont comme ça, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin de l'adulte, voilà, et que la plupart du temps, quand je tourne le dos, les jeunes ne vont pas se battre. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais cette attitude-là fait que l'adulte, il est chargé de la surveillance, il n'est pas chargé d'arbitrer les conflits sur une cour de récréation. Donc, c'est tout ce processus d'équipe et de travail global qu'il faut quelquefois, enfin, prendre les questions à l'envers. Les jeunes, bah, ils vivent leur vie. La plupart du temps, bon, soit il y a trop d'émotions, soit il y a insuffisance de vocabulaire quand ils sont tout jeunes, et il n'y a pas la capacité à parler et à gérer ses émotions en les parlant. Donc, il faut faire avec, voilà, et réprimer toute forme d'expression physique ou d'expression agressive chez les enfants, chez les ados même, c'est c'est rajouter de la violence parce que c'est ne pas prendre en compte l'expression propre de leurs émotions et de leur être même. Autre exemple, en maternelle, surveillance de cours de maternelle, j'ai un petit garçon qui, je sais pas, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, et il se met à hurler, mais hurler comme on n'imagine pas. Et c'est impossible de parler. Et donc, je lui dis: «Bah, écoute, je vois que tu as très mal, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas vu et je vois que tu n'es pas capable de parler pour l'instant, tu pleures. Eh ben, donc tu pleures, pleure autant que nécessaire et quand tu auras fini de pleurer, tu viendras me dire». Et moi, je continue à surveiller la récréation et tout d'un coup, je me dis: «Mais il ne pleure plus» et je le cherche et il est reparti jouer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans sa tête? Bon, la seule chose que j'ai faite moi, c'est de lui dire que j'entendais ses pleurs et que, je les prenais en compte et que j'attendais qu'il soit capable de m'en faire quelque chose. En fait, il n'a pas eu besoin puisqu'il a réglé son enfin, il a sublimé son émotion, enfin, j'en sais rien, voilà, je ne fais que des hypothèses, mais en tout état de cause, il était reparti jouer sans avoir besoin de moi et il avait, bon, c'est un garçon qui avait 4 ans. Donc voilà, donc même à cet âge-là, un enfant est capable de gérer ses propres émotions et n'a pas toujours besoin de l'adulte comme intervenant, mais d'un adulte comme prévenant, écoutant, bienveillant et qui dit qu'il est là à disposition selon le besoin de l'enfant.
Merci Marc. On reviendra à d'autres exemples. Euh, j'ai essayé en discutant donc avec Lionel de pointer deux ou trois petites choses. Si on fait pas des discours ennuyeux, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Trois choses, hein, donner le goût de la non-violence, multiplier les occasions de s'exercer. S'exercer à quoi? On va le détailler. Et ensuite, inviter les enfants et les jeunes à prendre leurs responsabilités, bien sûr leurs responsabilités à leur mesure, en fonction de leur âge, de leur capacité. Donner le goût. Donner le goût, c'est mettre en place des situations où ils vont vivre de façon agréable, voire joyeuse, ce qui se passe. Et pour vivre de façon agréable, il faut déjà se sentir en sécurité, en confiance. Donc, quel cadre on met en place pour assurer cette sécurité de chacun? Il faut qu'ils se sentent reconnus avec ce qu'ils ont d'unique, reconnus, valorisés, remerciés pour ce qu'ils font et reconnus aussi comme acteurs de ce qui se passe. On pourra le redétailler encore. Acteurs, même co-acteurs, hein, puisque s'il s'agit d'un groupe, comme ayant prise finalement sur ce morceau de vie ensemble. Et enfin, qu'on les invite à prendre leurs responsabilités, répondre de leurs actes, ce qui suppose que les règles aient du sens pour eux et ce qui suppose que on se soit aussi exercé pour comprendre le sens des règles, on se soit exercé à en fixer ensemble, à en construire ensemble quelques-unes, sachant qu'évidemment, c'est dans le cadre de règles négociables. On ne va pas rediscuter dans le centre de loisirs, les lois de la République. On peut en parler par contre, mais on va élaborer des règles de vie quotidienne où chaque personne concernée, adulte ou enfant, va pouvoir exprimer ses besoins et contribuer à ajuster ces règles-là. Donc, à partir de ces trois repères, ben, j'avais demandé à Lionel si elle faisait, comment elle faisait pour les stages d'adultes, et c'est à peu près la même chose. Elle m'a raconté deux choses. D'abord qu'effectivement, elle prend beaucoup de soins au début du stage pour que, avec des jeux, avec du temps de parole, pour que chacun puisse dire qui il est, pour qu'on fasse connaissance les uns les autres. Également, au fur et à mesure de besoin, pour poser des règles de parole, ne pas laisser les gens se couper la parole, ne pas laisser les gens parler à la place des autres, hein. Il y a toute une éducation, on pourra le redétailler, hein, ce qu'on appelle dans les stages les règles de la parole. Et puis, très vite, elle cherche un point d'accroche. Et elle me disait, avec des ados réputés pas très faciles, combien en leur racontant des histoires, que ce soit l'histoire de Rosa Parks dans le bus ou l'histoire de Martin Luther King, ils étaient finalement captivés par ces histoires-là. Donc, climat de sécurité et puis euh, quelque chose qui suscite l'intérêt, la curiosité. Voilà comment elle commence ses interventions. Marc, d'ailleurs, tu nous disais, en parlant là de centre de vacances, que quand le cadre était bien posé au départ, que les ados allaient assez vite à prendre leurs responsabilités et que finalement le boulot de l'animateur en était bien simplifié. Est-ce que tu pourrais nous raconter ça? Alors, en fait, donc là, je faisais des camps d'ados en Europe, là. Et là, je partais en Croatie. Le quart, il y avait deux groupes. Donc, un groupe qui continuait en quart en Croatie. Et nous, on était un camp, j'avais une quinzaine d'ados. Et il y a 48 heures de transport où là, je ne connais pas les jeunes. L'équipe d'animation, on ne le connaît pas. Bon. Et donc, on laisse les jeunes. On laisse les jeunes autonomes dans le car, on laisse les jeunes aux arrêts. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des vols dans le magasin. Bah, s'il y a des vols dans le magasin, c'est la police qui s'en occupe, c'est le gérant là, mais moi, j'ai rien à faire là-dedans. Je suis directeur, je suis pas policier, je suis pas.
Donc je reste sur cette position-là, et au bout de 48 heures, lorsqu'on prend le groupe en main, donc j'explique que moi je suis directeur de colo, que je ne suis pas policier, et que il n'y a pas besoin de policier pour diriger un camp d'ado, parce que et il n'y a pas besoin, enfin et un directeur de camp d'ado peut pas être policier parce que ce sont pas les mêmes statuts, ce sont pas les mêmes fonctions, et c'est pas les mêmes formations. Donc je ne suis pas formé pour être policier, et un policier n'est pas formé. Donc ça, c'est le discours que je tiens. Mais j'ai pas été policier pendant 48 heures. Je dis voilà, donc maintenant, voilà ce qui se passe. On va définir des règles, et puis on va quelles règles on définit? On définit de vie collective, c'est-à-dire des principes de sommeil, des principes d'alimentaire, et puis d'hygiène, je ne sais plus exactement. Enfin, au niveau du sommeil, par exemple, on ne donne pas d'heure de coucher ni d'heure de lever, mais on se met d'accord sur une amplitude de sommeil nécessaire pour être en forme. Voilà. Par exemple, donc ça change, les jeunes se couchent à l'heure qu'ils veulent et on n'est pas là pour surveiller. Voilà, l'essentiel, c'est qu'il y a un repère du temps. Ensuite, il y a la question de l'alimentaire, c'est-à-dire que on va être ensemble pendant 3 semaines, il y a tant de repas, on est tant, donc logiquement, il faut que les personnes participent en moyenne 2 ou 3 fois. Après, c'est à eux. Alors, je leur ai dit que pour sécurité, je faisais un pointage, mais que j'allais pas chercher les gens, chez des gens qui étaient autonomes. Et on expliquait aussi le fait que, par exemple, on avait des jeunes qui étaient cette année-là, on avait par exemple un jeune qui était en, en formation cuisine. Donc j'expliquais, si lui il est en vacances, pourquoi il ferait plus la cuisine, et il pourrait ne pas faire la cuisine du tout par rapport à un jeune qui est en première ou terminale générale et qui rentre et c'est maman ou papa qui fait la cuisine le soir. Donc voilà, des choses comme ça. Donc, donc remettre les choses à leur place de cette manière-là, et effectivement les jeunes ils souscrivent à ça. Moi je les connais pas, il y en a qui viennent des cités, etc. Ils sont tous d'accord, et au bout de quelques jours, les animateurs me disent on s'ennuie, il n'y a pas d'ambiance, etc. Et moi je leur dis ben, c'est normal, parce que d'habitude, vous allez chercher les ados pour qu'ils fassent à manger, pour qu'ils fassent les courses, vous allez les chercher, vous allez, bon, etc. Voilà. Et puis là, ben, vous n'avez pas besoin. Regardez, ça fait une semaine et tout se passe. Voilà. Donc maintenant, vous allez faire votre boulot d'animateur, animer. Mais animer, ça n'est pas faire la police auprès des ados. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les ados, la plupart du temps, et dans toutes les expériences que j'ai faites, aussi bien en ITEP, aussi bien en école, etc., ceux qui marchent à fond dans ces principes-là, ce sont les enfants, ce sont les ados. Ils sont tous d'accord, ils sont tous partie prenante, et ça marche du premier coup pratiquement. C'est les adultes qu'il faut les chercher, parce que les adultes, mais c'est normal, hein, comme les principes d'éducation non violente n'ont pas encore envahi la société, ben on a encore un sacré chemin à faire quand on arrive à l'âge adulte. Mais les enfants, eux, dès qu'on leur donne, ben ils prennent, quoi. Il y a pas de problème. Eux, ils sont les premiers à s'en saisir, et ils s'en saisissent toujours d'une bonne façon. Merci Marc. Alors, peut-être pour finir notre temps tous les deux, avant de vous passer la parole, je voulais donner 5 repères comme les 5 doigts de la main. Il y en a qui reconnaîtront parce que j'ai reconnu quelques visages euh, et quelques noms. Euh, L'éducation à la non-violence, quels sont les grands chapitres? À quoi s'exercer? À quoi a-t-on besoin de s'exercer? Alors au début, on cherchait des moyens mémotechniques, des mots qui commençaient par C comme capacité. On était à 4, après on est allé à 6. Enfin, moi, je retiens 5. 5 comme les 5 doigts de la main. Alors, et ça donnerait d'ailleurs, François, ça pourrait donner les titres des futures télécauseries si vous manquiez d'idées de titres, hein. Donc, s'exercer à communiquer, bien sûr. Euh, je vois des gens qui ont beaucoup travaillé la communication non violente. Quand je dis s'exercer, ça veut dire que, bien sûr, il faut pratiquer, mais c'est intéressant que les enfants et les jeunes soient mis en situation d'évaluer leur progrès. Tiens, je sais dire non sans m'énerver maintenant. Avant, je m'énervais. Ou bien je disais des gros mots. Maintenant, je sais dire je ne suis pas d'accord. Vous voyez qu'ils mesurent leur progrès. C'est très motivant pour eux. Alors, apprendre évidemment à coopérer en prenant sa place, en s'affirmant, en faisant grandir la confiance en soi pour être capable de négocier avec l'autre sans se faire marcher sur les pieds. Alors apprendre ça, c'était pas forcément dans nos C du début, la compréhension des situations.
apprendre à comprendre les informations, à trier entre information et intox, à avoir une écoute critique de ce qu'on entend, que ça soit au collège ou sur les réseaux sociaux, presque prendre un peu le journalisme, un journalisme sérieux, apprendre le discernement, apprendre à délibérer ensemble et aussi à délibérer avec soi-même pour sortir des réactions impulsives. Ce qui nous semble aussi très important, c'est évidemment développer la créativité. La créativité, alors évidemment, on pense artistique, mais c'est aussi le réflexe de trouver des idées nouvelles face à un problème et de ne pas s'enliser dans ce qu'on voulait au départ, de trouver des nouvelles alternatives. Euh, c'est pas quand on est dans l'urgence ou la tension qu'on devient créatif. Il faut avoir exercé cette capacité. Et enfin, le C de citoyenneté, avec le rapport aux règles, à la construction des règles, et aussi un rapport à la sanction non violente, qui ne soit pas la soumission à la punition, mais qui soit autour des idées de réparation, d'ajustement des règles et de compréhension de ses intentions quand on a fait une bêtise, entre guillemets. Donc, vous voyez, tous les chapitres qu'on pourrait ouvrir, on a pour plusieurs causeries. Voilà. Marc, tu me parlais peut-être pour finir, tu m'avais parlé aussi de la pédagogie du droit. Qu'est-ce que tu entends par pédagogie du droit? Et puis Alors, après, on passera la parole. bon, ouais. Je suis en train de travailler là-dessus. En fait, le droit, c'est les lois, les règles, mais euh, les enfants sont en apprentissage et on ne peut pas exiger des enfants des comportements adultes. Lorsqu'un enfant apprend la règle, il ne peut pas la respecter du premier coup. Donc il faut lui indiquer la règle et il faut accepter tout un temps où il ne va pas la respecter. Or, la plupart du temps, on va trop vite. Il faut que la règle, c'est ce que tu disais, Elisabeth, fasse sens. Et si on sanctionne un enfant avant, ou un groupe d'enfants d'ailleurs, avant que la règle ait fait sens, eh bien, on noie le poisson et l'enfant ne sait plus exactement, parce que l'enfant ne sait plus. Il y a une citation là de Janusz Korczak qui dit que la plupart du temps, on ne voit pas, l'adulte ne voit pas l'intensité de l'effort qu'un enfant peut faire pour progresser, que ce soit pour écrire, pour exprimer quelque chose, etc. Et qu'en fin de compte, on va casser une dynamique, voilà, chez un enfant qui ne va pas comprendre pourquoi tout d'un coup on le réfrène. Et donc, on pose des lois. Moi, alors, dans l'école que je dirigeais, là, il y avait trois parties, d'ailleurs, c'était très important parce qu'il y avait une partie du règlement qui concernait les adultes. On est à l'école primaire. Par exemple, la question du retard n'était pas au chapitre des règles pour les enfants. C'était pour les parents. Les parents sont responsables des enfants en primaire et c'est à eux de faire en sorte que les enfants arrivent à l'heure. Donc, si un enfant arrive en retard, c'est plutôt à l'adulte. L'école doit plutôt punir l'adulte que punir l'enfant. Ça, c'est très important parce que ça dégage aussi des choses à l'intérieur. Voilà. Mais toute la partie qui concernait les enfants, c'était, par exemple, avec un thème, je ne sais pas, assiduité et ponctualité, l'enfant, c'était la règle, c'était j'essaie de venir à l'école tous les jours. Mais il peut m'arriver d'être absent pour certaines raisons. J'essaie d'arriver à l'école tous les jours. Et c'est ça la pédagogie du droit pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à des enfants en primaire d'être comme les adultes ne sont jamais. Pourquoi? Parce que, enfin, jamais, pas toujours. Parce que il y a plein d'adultes qui arrivent en retard aux réunions. Il y a plein d'adultes ceci et cela. Il y a plein d'adultes qui disent des gros mots. Il y a plein d'adultes, etc. Voilà. Et donc les enfants, ils ne vont pas avoir le droit de faire ce que les adultes ont fait. Ben, ça n'a pas de sens. Voilà, ce qu'ils voient les adultes faire. Et donc, il faut qu'on encourage les enfants à atteindre ces principes. Et c'est pour ça que le j'essaie est très important, parce qu'on encourage les enfants, on leur reconnaît le droit de rater, mais c'est parce qu'on leur reconnaît le droit de rater qu'ils ont plus de chances de réussir. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour les apprentissages, de toute façon. Voilà ce que je voulais parler en pédagogie du droit. Alors, une petite blague, parce que ce que tu as dit me fait penser que j'ai oublié un des éléments que Lionel
voulait aborder, c'était l'importance du vocabulaire, d'apprendre à utiliser les mots justes et de se mettre d'accord sur les mots. Or, tu as utilisé les mots j'ai du Assiduité. mal à dire, assiduité et ponctualité. Et je voulais juste vous rapporter que quand j'étais prof principal en sixième et qu'on avait travaillé sur le règlement intérieur, on faisait des petites interros, c'est-à-dire que on prenait un mot à la fois, un mot par jour, parce que le règlement intérieur, c'est pas la peine d'essayer de l'avaler en une demi-heure. Et donc, ils avaient un petit bout à lire, et puis un jour, je demande ce que voulait dire ponctualité. Un, un élève me dit ponctualité, c'est les points d'interrogation, les points d'exclamation et tout ça. Voilà, donc on a précisé que ponctualité et ponctuation ne voulaient pas dire la même chose. Et pour assiduité, ben là, j'avais eu, bah, c'est comme le citron ou les trucs comme ça qui piquent. Mm. Voyez. Oui. Et si on ne prend pas le temps, eh ben c'est mal entendu, il reste, les élèves vont pas le, s'ils ne savent pas, ils vont dire je ne sais pas, et encore. Mais s'ils croient que ça veut dire piquant comme le citron, ils vont pas dire lever la main pour dire j'ai pas la bonne définition. Donc, le fait de vérifier, c'est pareil en formation pour adultes, hein, parce qu'on emploie un jargon et c'est vraiment important, surtout quand on est dans un milieu interculturel, de vérifier vraiment si on met les mêmes choses sous les mêmes mots. Voilà. Sur ce, je vous passe la parole et je crois que c'est Mathieu qui va reformuler des questions que peut-être vous avez pu poser par écrit ou que vous poserez par oral en demandant la parole. Voilà. Merci Marc et Elisabeth. Les gens étaient captivés par vos discours. Il n'y a pas eu de questions pour l'instant dans le chat, mais du coup, c'est le moment pour celles ou ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à mettre une question soit par écrit dans le chat, soit à prendre la parole en activant votre micro. Si vous avez des questions à poser à Marc et ou Elisabeth à ce sujet d'apprendre à apprendre. Oui, moi j'aurais une question. Marc parlait de cours de récréation. J'ai été moi enseignante pas mal en petite classe, maternelle et première année de primaire. Et donc il a dit que l'adulte était chargé de surveillance, pas d'arbitrer les conflits. Avec les petits, moi ce que j'ai observé, alors arbitrer, comment dire, les petits, quand ils sont en conflit, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le, voilà. Et moi, je pense que l'adulte, alors, il n'est pas un arbitre, le mot arbitre n'est pas juste, mais par contre, c'est important que l'adulte discute avec les deux enfants en conflit pour les aider à formuler leur conflit, à mettre des mots qu'ils n'ont pas à l'âge où moi j'avais les élèves, quoi. Alors, moi, je pense que, alors ça dépend des âges. En maternelle, je dirais que l'adulte doit être d'abord un médiateur entre les deux enfants. Voilà, Euh, oui, le terme serait plutôt médiateur, mais voilà, voilà. c'est le sens de mon intervention. Oui, Mais par contre, moi, ce que j'observe, ce que j'ai pu observer, c'est que quand l'adulte reste à distance et ne dit rien, ça vire sur des choses facilement sur des coups ou facilement sur des oui. choses qui ne sont pas Mais- terribles, quoi. oui. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, là, quand je disais je tournais le dos, c'était des récréations de cours moyens, hein. C'était des CM1, Oui, oui, CM2. oui. C'était pas du tout de la maternelle. Mais je reviens sur le terme médiateur. Je pense qu'en maternelle, c'est surtout médiateur émotionnel. C'est-à-dire que euh, les deux enfants ont besoin d'être aimés par l'adulte, d'être reconnus par l'adulte. Et je pense que dans une situation de conflit, bah, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais au moins sur le principe, moi, ma préoccupation, c'est de donner la main aux deux enfants, Oui, à oui, oui, mais l'agresseur. c'est ce que je disais, Voilà. dans le sens où Voilà. l'adulte, il aide à formuler à ce que chacun puisse dire, chacun a sa parole et aider à ce que l'autre puisse entendre ce qui est dit, quoi.
Oui, avec tout dépend en fait de l'âge de maturation des enfants. Parce que par exemple, petite section, c'est trop compliqué. Par Oui, contre, que l'enseignante verbalise, enfin, verbalise ce qui s'est passé. Exemple, euh, il voulait ce jouet, tu n'as pas voulu lui donner, tu l'as tapé. Voilà, point. Et je pense que en petite section, je ne suis pas sûr qu'il faille aller plus loin. Voilà. C'est que cette verbalisation, c'est-à-dire que montrer à l'enfant que les choses ne se résolvent pas par les gestes, par le physique, mais bien par la parole. Et l'adulte montre en disant ça, il est sûr de ce qui s'est passé, voilà, mais il ne porte pas de jugement, parce qu'il reconnaît cette incapacité des enfants à pouvoir tout verbaliser, de fait, et donc du coup, il s'en tient à ça. Et son rôle de verbaliser, les enfants entendent et comprennent qu'on est en train de parler de ce qui s'est passé. Voilà. oui, Et après, oui. voilà. Et En après même bah, temps, pour moi, je pense jouer, qu'il faut faire le lien avec les règles posées et entre autres dans les règles qui se posent et qui sortent régulièrement, même quand on les construit avec les enfants, c'est qu'on tape pas l'autre, quoi. mais on ne peut pas taper l'autre à partir du moment où on est capable de lui parler Oui, clairement de oui, son oui, mais émotion. c'est pour ça que je dis Oui, que c'est important que l'adulte aide les enfants à se parler. Et ça, c'est valable pas seulement pour les oui, petites sections, moi j'ai surtout fait jusqu'au CE1, et jusqu'au CE1, il y avait des moments, alors je n'intervenais pas rapidement, de suite, comme vous le disiez, je regardais comment ça semblait évoluer. Mais si je voyais que ça tournait en rond et que ça, à ce moment-là, j'appelais les deux enfants ou trois enfants s'il y en avait trois, oui, et on essayait de démêler un peu les nœuds de ce qui s'était passé et que chacun ait sa parole et que chacun et d'essayer de pointer comment l'autre pouvait l'entendre, quoi. Et oui. Alors, mais pour moi, ça demande un certain âge déjà, ça. Oui, 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 non, mais, puisque mais ce que je veux dire, l'idée de base, elle était là, adaptée aux âges, aux différents âges auxquels des enfants que j'avais. Et, et moi, je pense, de ce que j'ai observé, ça marchait plutôt bien pour Mhm. ce qui n'empêche pacifier, pas de dire faire en stop. sorte que ça pacifie les choses, quoi. Ouais. Voilà. Elisabeth, tu Ce qui voulais n'en- réagir? Il y a Oui, Annie ensuite qui prendra la parole. juste, juste Oui, pour je finir viens sur parce ce que sujet, ça n'empêche pas de dire stop, même à un enfant qui n'a pas encore compris, quand il s'agit de protéger celui d'à côté qui n'est pas censé recevoir des coups, sous prétexte que le gamin ne sait pas encore parler. Oui, C'est pas oui. incompatible. Alors, Voilà. effectivement, oui, Je, mais je- j'avais bah, envie on laisse, d'ajouter quelque chose. attends, on juste laisse pour dire là-dessus, du coup. qu'effectivement, la priorité d'un adulte, c'est la sécurité, c'est l'intégrité physique et morale d'un enfant. Donc, effectivement, Ouais. moi, je interviens justement en deuxième volet. Là, ce que je viens de dire, c'est en deuxième, parce que la priorité des priorités, c'est l'intégrité physique et morale d'un enfant. Ça, c'est sûr. Donc Mathieu va peut-être continuer à me donner la parole maintenant. Oui, Annie. Bon, oui. Alors, vu tout ce que j'avais appris à faire en coordination pour une éducation non violence à la PEC, j'étais enseignante. Eh bien, quand il y avait quand j'avais deux élèves qui avaient un problème entre eux, eh bien, je leur faisais expliquer ce qu'ils ressentaient chacun. Et puis, je faisais faire du théâtre forum à d'autres qui avaient une envie. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution pour qu'ils trouvent une belle solution entre eux et puis qui restent amis et qui se relancent? Eh ben, wow, tout ce qu'ils trouvaient comme idée, c'était génial et ça a aidé beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé plein de choses et puis expositions et tout ça, hein, voilà. Parce que j'étais totalement là-dedans. J'ai fait des formations quand même à des enseignants par rapport à ça ou à des animateurs. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec mes élèves. Et ça se faisait que ça se faisait. Moi, j'étais en maternelle, en CP, CE1, en CM1, un CM2, en collège. Donc, je l'ai fait dans plein d'endroits. Voilà. Et ça marchait impeccable. Et Merci c'est vrai Annie. que Il va falloir qu'on les jeux fasse coopératifs, ça a apporté aussi beaucoup.
parce que Ouais. ça leur donnait des idées pour trouver des solutions ensemble aussi. Voilà. Vas-y, Il est 18h42, donc on va essayer Ah, d'être assez succinct dans les questions qu'on pose ou les oui. témoignages qu'on donne. J'ai pas la main sur qui demande la parole, c'est Mathieu. Oui, parce que j'aimais bien me servir de tes choses aussi, hein, Elisabeth, tout ce que tu as donné. Et oui. Ouais, alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des choses à apporter au départ? Il y a une- Oui, moi je veux bien faire une petite remarque là, comme je viens de le mettre. Bonjour à Oui. tous Salut. Bonjour, et merci aux intervenants là, Marc et Elisabeth, et merci aux organisateurs de la télécauserie, aux coordinateurs. Moi j'ai une remarque à faire qui me vient par rapport à ce que disait, je crois, Marc tout à l'heure sur l'importance de la cohérence des adultes entre ce qu'ils peuvent prôner, ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent vivre dans leur classe ou dans leur groupe. Et justement, nous, on a eu des occasions là en PACA d'intervenir dans des collèges, dans des écoles et même en maternelle. Et c'est vrai, c'est vrai que bien, enfin, nous, quand on intervient, on dit on est plutôt favorable à ce qui est un autre adulte, que ce soit l'enseignant, que ce soit une ATSEM, que ce soit un surveillant, qui soit présent, nos interventions sont ouvertes à la présence de ces personnes, mais il est très important en amont des interventions, justement, l'importance du travail avec les adultes, avec l'équipe enseignante d'abord, mais pas que l'équipe enseignante, les surveillants, la CPE si on est dans un collège, parce que justement, après, on peut se trouver dans des situations où l'intervenant, eh ben, il y a aussi l'adulte qui peut très bien rester en observateur, mais qui peut aussi parfois prendre de la place. Et justement, ça peut être gênant dans les interventions par rapport à cette cohérence qu'il faut avoir. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est alors nous, on fait des interventions, on est chaque fois deux intervenants. Ça, c'était une règle qu'on s'est donnée et qui est super intéressante parce que ça permet de se donner la main, de se passer le. Et quand il y a d'autres adultes en plus, eh bien, il faut que ça soit un petit peu anticipé dans les préparations des interventions. Voilà. Et en amont des interventions. Voilà, c'est juste une petite remarque. Non, mais je trouve que tu as tout à fait raison de le dire, Hugues, parce que l'enjeu, enfin, après, enfin, quand on intervient de l'extérieur et quand on intervient à l'intérieur, c'est parce que on peut réussir de mettre en œuvre des pédagogies non violentes ou des, ou des outils pédagogiques non violents malgré l'environnement dans lequel on est. Voilà. Et moi, j'ai un exemple concret qui n'est pas de moi, hein, j'ai pu travailler avec l'ITEP avec un principal de collège qui s'appelle Chun Ming, je pense qu'on peut trouver son nom sur Internet. Et c'est un type qui a fait pas mal enfin, c'est un type qui a un charisme extraordinaire et qui a écrit, je ne sais plus quel bouquin, je pourrais vous le retrouver éventuellement, mais voilà. Et en fait, je l'ai vu à l'œuvre et c'est absolument extraordinaire. Son bureau de principal, il était principal adjoint. C'était pas un moulin, mais c'était ouvert. Il avait un contact avec les enfants qui était absolument fabuleux. Il a changé d'établissement et il a pris le principal de collège dans un des collèges de Bellevue à Nantes, là, qui est un quartier extrêmement chaud. Et en fait, il est arrivé là en septembre. La première année scolaire où il a exercé dans cet établissement, ils sont passés de 2 conseils de discipline par mois à 0 sur toute l'année scolaire, uniquement par la mise en œuvre d'un type qui a des convictions, qui a du charisme, etc. Mais toute l'équipe n'avait pas changé. La question, c'est que, voilà, alors moi, je suis admiratif de ce type-là parce que bah, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais qui a cette capacité à fédérer autour d'un projet. Voilà. Et donc, quel que soit le lieu où on est, on peut mettre en œuvre des choses et entraîner des gens qui ne sont pas du tout prêts. Mais on va leur, finalement, faciliter les choses, on va les emmener, il y a un dynamisme qui peut se faire
Et ça, enfin bon, je parle de l'intérieur. Mais quand on est à l'extérieur, même quelquefois, enfin moi j'ai eu à faire des interventions sur la non-violence dans des établissements scolaires à la demande du directeur qui réunissait toute son équipe, où il y avait, je sais pas moi, mettons 50 enseignants qui n'avaient rien à faire d'être là, qui n'en voulaient pas, qui voilà, enfin parce que c'était la direction qui proposait, etc. Puis au final, carrément dire les choses en disant ben j'imagine que vous n'êtes pas là par choix, etc. Et donc et puis entraîner les gens à finalement s'intéresser à la chose. Donc voilà, il y a, il y a ça aussi. Il faut croire en ces possibilités-là aussi, en nos propres possibilités, qu'on soit à l'intérieur de l'établissement ou qu'on arrive de l'extérieur. Pour il en restera toujours quelque chose. Merci Marc. Il y avait maintenant Mariette qui voulait prendre la parole avant une question de Pierre. Oui, bonsoir. Moi, je suis formée en communication non violente et je suis médiatrice. Et alors, quand on parle de comment apprendre aux enfants et aux ados à apprendre, ça me pose la question de qui de l'œuf ou de la poule, quoi. Est-ce qu'il faut commencer par les enfants ou est-ce qu'il faut commencer par les adultes? Alors, dans l'idéal, dans un monde idéal, les adultes seraient déjà sensibilisés, formés. Et puis, du coup, là, j'anime par exemple des ateliers parentalité pour l'UDAF, Union des associations familiales. Et les parents qui viennent souvent sont complètement démunis parce qu'ils n'ont pas appris. Et du coup, ben voilà, on n'a pas de permis pour être parent, donc après on fait du mieux qu'on peut, mais souvent on n'a pas appris. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de difficultés dans les familles liées à ça, quoi. On sait pas comment faire, en fait. Et il y a une maman là qui a fait un peu la semaine dernière un truc waouh. Je l'ai juste invité à écouter son fils de 11 ans parce que ben, il faut faire les choses, faire les devoirs, il faut prendre la douche, enfin, il y a plein et jamais d'écoute, jamais de temps et ça m'interroge beaucoup quoi. Je me dis mais le boulot il est incommensurable. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a une grande marge d'amélioration. En même temps, je vous avoue que des fois je me sens un petit peu découragée devant l'ampleur de la tâche. Comment je suis aussi intervenue dans un collège. D'abord, c'était des séances gratuites pour les jeunes des classes de quatrième. J'étais scotchée, ils n'osaient même pas parler parce qu'il y avait la CPE qui était là. Et après, j'ai proposé une séance pour les adultes. Mais ils étaient dans une souffrance, aussi bien les profs que. Et je me suis dit, waouh, mais comment les jeunes peuvent être bien avec des adultes qui vont aussi mal, quoi. Enfin, vraiment, ça me pose question, par où commencer pour bien faire? Moi, je pense qu'il y a les deux sont pas incompatibles, mais pas forcément au niveau. Parce que là, j'ai deux idées qui me viennent en tête. La première, une mesure. Alors, une mesure gouvernementale intelligente, et pour que je dise une mesure gouvernementale intelligente, c'est rare. Voilà. C'est l'obligation du port du casque jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est une mesure très intéressante. Pourquoi? Parce que les enfants s'habituent à porter un casque. On n'embête pas les adultes qui n'ont pas été formés à ça. Moi, j'ai longtemps fait du deux roues motorisé avec casque. J'ai renoncé à ça pour des tas de raisons, mais une des raisons aussi, c'est parce que j'en avais marre du casque. Alors, si aujourd'hui on m'oblige à faire un casque à vélo, bientôt on va m'obliger à mettre un casque piéton. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, moi, voilà. Mais finalement, j'observe que le port du casque est en train de se banaliser. Donc, en fin de compte, en ciblant une population enfant, on arrive à éduquer toute une population. Mais ça part d'en haut, ça part d'un monde d'adultes. À l'inverse, moi j'ai un exemple de travail qu'on a fait de fond sur une année scolaire dans l'école sur la politesse. Et vers le mois de mai-juin, il y a des parents qui viennent nous voir en disant, je ne sais pas ce que vous avez fait, voilà, mais ça commence à bien faire parce que maintenant, quand on dit des gros mots à la maison, les enfants nous reprennent. Donc voilà, donc ça marche dans les deux sens en fait. Ça marche dans les deux sens. La question, c'est de savoir à qui on s'adresse pour que ça fonctionne. Voilà. Quelle est la stratégie et quel est le public à cibler? Elisabeth, tu avais quelque chose à ajouter ou? Oui, ça m'a fait penser à deux souvenirs qui m'ont ému. Un souvenir où j'étais formatrice dans une maison de quartier, quoi. C'était quelques heures de sensibilisation.
Et j'avais fait le triangle que je fais habituellement quand le thème est sur la sanction, c'est-à-dire déjà d'avoir dit très clairement qu'on ne pouvait pas réduire une personne à son acte. Et puis, je distingue toujours autour de l'analyse d'un acte, en quoi il y a eu dommage, qui a été blessé, à distinguer quelle était l'intention de celui qui a fait, et puis qu'est-ce que actuellement dans ce lieu-là, quelle est la convention, qu'est-ce qui est possible ou pas possible. Et une dame qui n'avait pas du tout parlé, qui était là, cette dame avait été privée de ses droits parentaux, je ne sais pas comment on dit, et il y avait tout un travail et elle allait peut-être récupérer sa fille adolescente, voilà, qui revenait des week-ends, enfin pas à temps plein. Et cette dame a pris la parole à la fin. J'en avais les larmes aux yeux parce que elle avait très peu de vocabulaire et elle dit je comprends, quand je m'énerve, je ne suis pas forcément une mauvaise mère, mais je ne sais pas comment dire, alors je crie ou bien je tape, mais je ne suis pas une mauvaise mère. Et si je pouvais dire à ma fille pourquoi je suis en colère, ça irait mieux. Et enfin, elle était émue et elle a eu un jet de paroles pour nous dire ça. J'étais assez contente de cette séance. Et puis, un autre truc un peu dans l'autre sens, j'ai un bon copain qui a passé sa vie à faire ce travail-là comme enseignant primaire, soit comme professeur des écoles, soit comme directeur d'école. Et il me racontait qu'un jour, il faisait beaucoup, il travaillait, vous avez peut-être, il a collaboré comment ça s'appelle, au livre Bande dessinée. Je ne sais plus la référence, on vous la donnera éventuellement. À Val-de-Reuil en Normandie. Et il travaillait beaucoup sur le vocabulaire. Et puis, à une sortie, quoi, à 4h30, il y a il y a une mère qui s'énerve. Il lui fait un petit rappel à l'ordre. Et puis, elle dit excusez-moi, ça m'arrive d'être méchante. Et la petite fille qui, en CM, avait travaillé avec cet instinct autour du vocabulaire, a dit non, maman, tu n'es pas méchante, tu es impulsive. Voilà, c'est deux petits flashs qui me sont venus là. Merci Elisabeth. Il y avait une question de Pierre dans le chat qui demandait si certains ou certaines avaient mis en place des actions en matière d'approche restaurative. Alors, je ne sais pas si approche restaurative c'est clair pour tout le monde ou si quelqu'un veut se lancer dans définir rapidement ce que c'est et répondre à peu près à la question. Je peux avoir des choses à dire, mais si quelqu'un a une expérience, ce serait mieux que ce soit la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Peut-être pour dégonfler ce mot qui fait un peu compliqué. Alors, au niveau des adultes, si vous êtes allé voir le film Je verrai toujours vos visages, vous savez ce que c'est que la justice restaurative. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, allez le voir si vous avez une occasion ou essayez de le retrouver. Je trouve ce film absolument magnifique d'un travail de parole dans en prison, en fait, avec réussir à mettre en place une situation où des personnes peuvent entendre des victimes, des auteurs de violences peuvent entendre des victimes et des victimes entendre aussi des auteurs de violences. C'est absolument magnifique. Alors, moi, j'ai évidemment beaucoup travaillé sur la sanction. Les trois aspects sur lesquels, bah, c'est le fameux triangle que j'évoquais tout à l'heure. C'est d'abord de considérer tout acte à la fois du point de vue alors j'aime pas dire victime parce que ça dramatise tout de suite les choses, mais du destinataire. Si le destinataire dit j'ai mal, on peut pas lui dire non, t'as pas mal. À distinguer de l'intention de l'auteur. Alors,
il peut arriver que certaines choses soient faites exprès pour nuire, mais bien souvent, c'est une tentative pour résoudre un problème, ce qui n'empêche pas que cette tentative est maladroite puisqu'elle fait mal à quelqu'un. Mais donc ça, c'est vraiment, cette distinction est importante et il me semble quand même que, y compris dans la justice restaurative, le 3e pôle est important, c'est-à-dire qu'on vit, pas, 2 par 2, mais on vit souvent dans des groupes et s'il y a des choses interdites dans ce groupe, c'est la vocation normalement de la loi, c'est de protéger les plus faibles et donc si une chose est interdite, il faudrait que ça soit pour ça. Au moins, il y a peut-être un certain nombre de lois qui ne remplissent pas leur vocation de loi, mais donc on a des comptes à rendre aussi de notre acte, en quoi il est ou non une transgression par rapport à ces règles qui sont censées faciliter le vivre ensemble. Quand on parle de justice restaurative, c'est que on cherche, au-delà de la réparation du dommage, à restaurer le lien, à restaurer une relation possible. Mais pour moi, c'est vraiment en 2 temps, c'est-à-dire que la réparation du dommage, elle est de l'ordre, elle est de la responsabilité des adultes ou de la société, c'est-à-dire que c'est pas facultatif. Alors on n'est pas obligé de le dire sur le même ton que notre ministre, qui réussit à rendre punitif quand monsieur Attal dit déjà la bienveillance, ça suffit. Déjà, il commence assez mal, vu le ton sur lequel il dit ça. Et puis après, il dit quand on a cassé, on répare, quand on a sali, on nettoie. Mais il le dit sur un tel ton qu'on est bien dans le pour la peine. Et il reste absolument, à cause du ton sur lequel il dit les choses, il reste dans le punitif. Quand on a cassé, oui, c'est pas le cousin qui a cassé, donc on a la responsabilité de réparer. On a une obligation. Alors réparer matériellement quand c'est possible, symboliquement sinon, ça on pourrait développer. Mais on peut pas par décret réconcilier les gens. Donc la restauration de la relation, elle appartient aux personnes concernées. Et c'est vraiment important. Je vois quelques personnes ici qui ont travaillé sur la médiation, hein. Quand on dit à la fin d'une médiation, bon, serrez-vous la main maintenant en signe de réconciliation, je trouve que quelquefois on va un peu vite. Et si les jeunes ils se serrent la main pour faire plaisir à la médiatrice, c'est pas du tout improbable qu'à la sortie ils se recognent dessus ou bien ils soient attendus par leurs copains pour régler le compte. Et donc, je crois que c'est vraiment important pour leur laisser la place, une place d'acteur, de leur laisser ce qui appartient. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'a juste pas le droit de se taper dessus. Enfin, je caricature, hein. Mais se réconcilier, ça suppose une acceptation de l'un et l'autre et c'est quelquefois un long chemin. Bien sûr, ce qu'on va mettre en place en tant que réparation des dommages peut être quelque chose qui va être une ouverture et qui va être le début d'un chemin vers la réconciliation. Et dans ce sens-là, on va y contribuer, on va aider. Mais la réconciliation, elle appartient aux personnes qui sont en conflit, elle appartient pas aux autres. Ça me semblait important de le souligner. Alors, je ne sais pas, Pierre, si ça répond à la question. Bon, alors après, on pourrait aussi parler évidemment de la justice restaurative en Afrique du Sud après l'apartheid, mais ça serait peut-être pour Oui. un autre jour. Oui, merci Elisabeth. Je posais la question parce que j'ai fait une formation alors en approche restaurative. J'ai pas dit exprès justice restaurative parce que je sais que en matière, enfin le terme justice restaurative est en principe limité au pénal. Donc j'essaie de faire attention, mais bon, c'est effectivement ça, et ça rejoint tout à fait ce que fait Max Chang-Min, dont on a parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient fait voilà, des cercles restauratifs qui vont au-delà du cercle Prodase, mais vraiment pour travailler effectivement éviter les conseils de discipline, notamment, voilà.
Alors, moi, j'ai un exemple, alors pas à l'intérieur de l'école, mais ça fait partie de l'école en fin de compte. Donc, de l'école, notre école, comme beaucoup, a été régulièrement visitée, on va dire. Pas forcément pour cambrioler, mais pour un peu de désordre, un peu jouer avec des trucs et tout, quoi. Bon, avec quelques vols quand même. Et un jour, il y a 3 jeunes qui ont été pris sur le fait. Enfin, l'arme a fonctionné. Enfin, bon, bref. Et ils ont été attrapés. Et puis le juge a proposé, nous a proposé enfin, d'une sanction réparatrice, on va dire. Et sur les 3 jeunes, les familles, il n'y a que 2 familles qui ont accepté, 2 jeunes qui ont accepté. Enfin bon, on a fait avec ces 2 jeunes-là. Et donc on a passé une journée avec eux. Alors c'était une école privée, hein, c'était un Logec avec des gens de Logec, tout ça. On a passé une journée avec eux à l'école. On a fait du rangement. Il y avait une salle qu'on devait ranger, nettoyer, vider, etc. On est allé à la déchetterie. On a mangé avec eux, on a discuté avec eux, voilà. Et on a passé la journée ensemble. Et puis le soir, ils sont repartis. Et on s'est serré la main. Et voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, à ma connaissance, enfin, en tout cas, moi, j'ai dû être directeur encore 3 ou 4 ans. L'école n'a plus jamais été visitée. Le quartier, ça a eu un impact énorme dans le quartier. C'est-à-dire que, voilà. Et qu'en fin de compte, on n'en voulait à personne. Voilà. Finalement, on était sympa, entre guillemets, des choses comme ça. En tout cas, voilà, comme ça. Mais cette attitude-là, cette journée-là, elle a eu un effet extraordinairement intéressant dans le quartier. Elle a fait du bien à ces enfants-là, elle a fait du bien aux familles, ça c'est su. Et je disais même une fois, parce que moi j'étais connu, et une fois là j'étais à une manifestation, je ne sais plus, il y avait eu enfin, 3 ou 4 voitures sur le parking qui avaient été autour de la mienne, qui avaient été cambriolées, cassées, etc. Pas la mienne, parce qu'ils savaient tous que c'était la voiture du directeur de l'école, et je suis sûr que c'est lié à cet épisode-là. Et en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que il s'est créé, enfin on parlait d'un lien, voilà. En tout cas, nous, c'était pas un lien de personne, etc., mais on met un lien symbolique à l'école. Qu'est-ce qu'on fait de l'école? C'est comment à l'intérieur de l'école. Et l'école n'est pas fermée, elle est ouverte et on vous accueille quand vous voulez. Et voilà, c'est un exemple enfin, qui n'est pas dans l'école directement, mais c'est qu'un concerne des jeunes et c'est un exemple tellement intéressant que voilà, j'ai un souvenir quand même assez fort. Merci Marc. Il y a Bernard qui souhaite prendre la parole pour poser une question. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis désolé, je suis en décalage horaire, je suis sur Mayotte et j'avais noté c'était à 19h et donc que ça commençait à 20h et puis donc j'ai eu 1 heure de retard, mais il y en a qui savent que je suis là-bas. Et comme le thème c'était sur violence ou non-violence avec les jeunes, les enfants, et moi j'ai une question, c'est la situation que je vous décris, mais en 2 mots, même pas en 30 secondes, 1 minute. C'est dans les discours, c'est bien dans des situations, mais en fait, d'abord, je vais reprendre la réflexion de Dom Helder Camara qui disait la première des violences, c'est celle dans laquelle les enfants naissent, c'est-à-dire à Mayotte, il y a des enfants qui perdent leur mère parce qu'elle est rapatriée, par exemple, en Comores, et puis ils vont fréquenter l'école française jusqu'à 18 ans, parce qu'après 18 ans, on va leur dire de repartir, même s'ils connaissent absolument pas les Comores. Mais bon, bref, ils sont en partie dans la misère. Et ensuite, ils comprennent, et c'est ce que disait aussi Dom Helder Camara, la deuxième violence, c'est que ils apprennent que tout seuls, ils sont dans la misère, mais à plusieurs, au moins, ils peuvent récupérer quelques miettes pour vivre. Et ils ont tous le téléphone, hein, c'est-à-dire ils ont l'impression que de bien vivre, c'est d'accumuler des biens. Et donc, le vol est lié aussi à la fois à la misère et la troisième violence, c'est l'État répressif. Vous avez vu, hein, vous voyez la télé, les forces de l'ordre, etc. Et Wambouchouin, etc. Enfin bref, je passe sur les termes. Là, depuis quelques mois, je milite avec le MAN ici, et localement, le MAN, c'est plutôt social, c'est-à-dire ce qui est aussi utile, c'est-à-dire dans les rues, il y a du nomadisme, vous savez, on fait des petites animations, on occupe les enfants, on fait un peu de jeux coopératifs, il y a d'autres actions, mais toujours, ce sont des salariés, c'est pas des bénévoles, la plupart, en service civique, on est allé avec les prostituées, voir, mais vraiment analyser les fonds, voilà, quelques exemples. Mais je reviens sur le thème des enfants. Je vous décris une situation où c'est des dizaines, des centaines, sans doute de milliers, enfin des dizaines de milliers, c'est sûr, d'enfants. Dans ce contexte-là, comment? Parce que c'est une des raisons de ma venue sur Mayotte, hein, parce que j'étais venu dans une mission l'année dernière et quand j'ai vu ça, ça m'a terriblement touché. Je me suis dit, bon, on va voir. Bon, j'ai ma vie professionnelle d'un côté qui est sur le plan des relations sociales, on va dire. Mais là,
je vois pas de message de non-violence sur Mayotte, tout simplement parce qu'il y a une réalité ultra violente et le MAN fait du social coopératif, on va dire, il tente des choses, mais voilà, même la société éducative, elle est complètement débordée parce qu'il y a énormément d'enfants, leurs conditions de travail sont pas toujours satisfaisantes. Alors voilà, je vous expose rapidement cette situation parce qu'on philosophe beaucoup sur la non-violence, hein, tous, les uns les autres, moi aussi. Encore que là, je travaille beaucoup sur la Bhagavad Gita qui aide pas mal sur certains plans. Mais est-ce que vous avez des suggestions, des pistes très concrètes par rapport à tel problème sur comment on peut prendre à bras le corps cette situation et transformer la situation. Enfin, moi, j'ai mes réflexions, mais ce qui m'intéresse, c'est l'échange et vos points de vue. Puis je suis désolé de ce retard parce que ça m'intéressait, mais heureusement que c'est enregistré. Vas-y, Elisabeth. Oui, je crois qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de ce grand débat, mais moi, je ne voudrais pas opposer les uns et les autres. Chacun fait ce qu'il peut là où il est. Mais ce qui est sûr, c'est que quand, dans un cadre donné, on a tout essayé, peut-être que c'est le signe que c'est le cadre lui-même qui ne convient pas et qu'il est important d'agir en dehors de ce cadre. Et je pense que tous, nous sommes à la fois des membres d'une famille, si on n'a pas d'enfants, on a des neveux ou des voisins. Nous sommes dans des métiers, pour certains d'entre vous, et beaucoup, je crois, dans des métiers de l'éducation ou de l'animation, mais nous sommes aussi des citoyens et il y a des problèmes qui exigent un engagement et une réponse politique. Et quand c'est évidemment des situations catastrophiques, ça ne va pas se résoudre en 2 minutes. Mais ceci dit, je ne crois pas que ce qui a été dit, c'est des choses purement théoriques, puisque Marc nous a donné beaucoup de témoignages et je sais qu'il travaille dans des endroits où qu'il a travaillé, vu son âge, dans des endroits et des quartiers où d'autres auraient dit il n'y a rien de possible dans ce quartier vu la violence et vu l'injustice sociale. Je crois qu'on ne peut pas non plus ne rien faire parce qu'il y a de l'injustice sociale. C'est-à-dire qu'on doit à la fois, à mon avis, tenir des engagements sociaux et des engagements de citoyens. Et alors après, on n'a pas trop à juger ce que fait le copain, mais faire chacun ce qu'on croit utile de faire en termes de promotion de la non-violence. Alors, oui. Alors, Bernard, pour être concret, j'imagine qu'à Mayotte, enfin, moi, je me sentirais incapable de travailler à Mayotte, hein. Je veux dire, chapeau déjà pour essayer d'y faire quelque chose. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé pour notre école dans notre quartier. Donc, moi, j'avais pour ambition, la façade était complètement décrépite et tout, etc. Et plutôt que de refaire des peintures, etc., je me suis engagé dans un projet, enfin, j'ai engagé l'équipe dans un projet de tag, de graphe, plus exactement, de graphe, et donc, en fait, la mairie a été très intéressée parce qu'ils cherchaient les. Voilà, et en fait, c'était surtout que c'était la première fois qu'une école demandait. Et nous avons fait tout un projet là, et l'école est toujours là. Il est question de la battre, alors là, c'est catastrophique parce que pour nous, c'est quelque chose de très fort. Sauf que ce que je veux dire par là, c'est une réalisation concrète parce que nous, on a eu plein de gens du quartier au départ qui disaient, c'est quoi? C'est les jeunes, ils écrivent pas, vous allez leur apprendre à peindre sur les murs, etc. Et nous, non, au contraire, on va faire quelque chose de joli. Et les habitants du quartier sont venus nous dire, c'est super, enfin on va parler de notre quartier d'une façon positive. Voilà. Et ça avait fait les honneurs de la presse et tout. Le maire c'était Jean-Marc Ayrault, hein, il est venu inaugurer le truc. Et c'est ça. Et donc c'est pour ça que je dis, peut-être des pistes très concrètes, un projet collectif, voilà, voilà, qui donne de l'importance, enfin, ces jeunes, etc., tout d'un coup, un projet alors on peut peut-être trouver je ne sais pas si à Mayotte, voilà, mais enfin, c'est une idée, c'est-à-dire partir sur une réalisation collective concrète, voilà, qui se voit, qui fasse du bien, qui soit positive, qui n'a rien à voir avec la politique, rien à voir peut-être avec la culture et l'art, et là, on peut fédérer, effectivement, enfin, voilà, c'est une piste que j'ai comme ça, mais j'imagine, enfin, moi, je ne suis pas à Mayotte et je ne peux pas savoir si ça peut t'aider à avoir des pistes. Voilà. Merci, ben j'écoute, hein, c'est bien ça que j'attends. On est nombreux, donc il y a plus d'intelligence dans un collectif que Oui, voilà, quelques personnes. Mm. Donc.
Mais Oui, j'ai il faut. répondu sur le plan politique, hein, désolé, mais ici c'est la droite, l'extrême droite, c'est le racisme. Les Maoris n'aiment pas les Comoriens, les Anjouanais, mais partout dans Voilà. les services publics, etc. Donc c'est Mm. extrêmement compliqué. Moi, je vois les enfants, parce que c'était le sujet, et je me dis demain, ces enfants vont devenir des violents en puissance. Et quelle réponse? Donc, Marc, merci de cette suggestion que je note, mais s'il y en a d'autres, je suis preneur. Peut-être que François, tu pourrais conclure, vu l'heure qu'il est. J'ai lancé des pistes pour la suite, mais c'est pas à moi de rattraper les ballons que j'ai lancés. Oui, je peux, puisque il ne reste plus que quelques minutes. D'abord, tout à l'heure, je viens de le mettre dans le chat. J'ai oublié d'annoncer qu'il y aura les 21 heures de la non-violence le 19 octobre à Paris, avec notamment 7 heures d'atelier, alors en présentiel, sur des thèmes de formation à la communication non violente et à d'autres thèmes sur la non-violence. Les thèmes ne sont pas encore choisis, mais c'est quelque chose qui continuera un peu, par exemple, ce qu'on vient de dire. Tu nous as donné une idée tout à l'heure avec tes 5C. D'ailleurs, il y en a un, je ne suis pas sûr de l'avoir noté, mais j'en reparlera. Ça peut effectivement donner lieu à des thèmes de télécauserie qu'on peut organiser dans les mois qui viennent. Il y avait la citoyenneté, je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs le SNU, qui est dans l'actualité, nous met ce point en avant et de façon toujours très positive et donc il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. Sur la créativité, sur le discernement, la compréhension des informations, la communication. Et je crois que tu as parlé, le 5e C, je l'ai un Et peu la raté. coopération, La tu l'aurais coopération, voilà. retrouvé. Je l'ai Tu rajouté en l'aurais disant que ça devait retrouvé. être la coopération, mais j'ai du mal noter un moment d'inattention dans mon écoute, dans l'esprit. Où là, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que sur les jeux coopératifs. Une télécauserie sur les jeux coopératifs sera. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on en tiendra compte. Ces télécauseries reprendront probablement en juin, parce que là, ça va être un peu court, mais à partir de septembre. On est en juin, François. Je dis pas en juin, les Ah prochaines. oui, pas en juin. Je- Je n'avais pas Pas en entendu. juin, Excuse-moi. pas en juin, pardon. D'accord. Pas en juin, pour Excuse-moi, faire une voilà. liaison. Mais probablement à partir de septembre. Ben voilà. Merci Mathieu pour Oui. la technique. Bah, merci à vous deux, Elisabeth et Marc, et merci à tous et toutes pour votre participation, votre présence Oui. et vos questions. Et voilà, donc la télécauserie, comme ça a été dit, sera disponible l'enregistrement sur notre chaîne YouTube à partir de la fin de semaine, et les personnes inscrites recevront le lien par mail. Voilà. Merci, monsieur. Et voilà, et bah, bonne soirée à tous et toutes, et à bientôt pour la prochaine télécauserie ou pour les 21 heures.